Bon, bonjour. De nouveau, je remercie les organisateurs de la Farmed pour m'avoir donné la chance de vous parler des femmes et du papillomavirus au Liban. En fait, on va un tout petit peu parler de généralité au début, puis il y a deux études qui ont été faites à propos de ce sujet. Donc, je ne vous raconte rien de nouveau en disant que le papillomavirus est un virus nu, bicaténaire, qui a un tropisme pour les épithéliums malpighiens. Et bon, on a plus que 200 génotypes, et en fait, ils ont un nombre, c'est en fonction de leur chronologie historique de découverte. Ce qui est intéressant, enfin, médicalement parlant, c'est les trois groupes. Un, muqueux génital potentiellement cancérigène élevé, surtout le 16-18, mais pas seulement, on a les 31, 33, etc., jusqu'à 58, et muqueux génital à potentiel cancérigène faible, le 6 et le 11, et puis les cutanés, bon, qui ne sont pas cancérigènes, mais qui sont assez enquiquinants. Donc, est-ce que ça donne des cancers? Oui. Cancer du col utérin, surtout 16 et 18, responsable de 70% de ces cancers. Anneaux, 95% sont dus au 16. Oropharyngés, vous pouvez imaginer comment, 70% sont causés par le 16. Et les autres rares, bon, vulvaires, péniens, etc. Mais donc, il y a une relation nette, ce n'est pas une vue de l'esprit, ces virus font des cancers. Bon, est-ce qu'on peut prévenir? Oui, il y a des vaccins, au moins 3 vaccins sur le marché, Gardasil, Gardasil 9 et Cervarix. Vous voyez, le Gardasil, il couvre le 16, 18, 6 et 11, bon, il est bien. Le 9, il est un peu meilleur, disons. 16, 18, 6, 11, 31, 33, 45, 52 et 58, donc les cancérigènes haut et bas grade. Et le Cervarix, 16 et 18. Vous voyez que chez les femmes, le Gardasil et le Gardasil 9 sont préconisés de 9 à 26 ans. Le Cervarix, de 9 à 25 ans, c'est à peu près la même marge. Chez les hommes, dans quelques pays, c'est préconisé Gardasil, Gardasil 9, Gardasil de 9 à 26 et Gardasil 9 de 9 à 15. Bon, je suppose que l'Australie est le premier pays à vacciner les hommes, donc les jeunes. Bon, je ne sais pas s'il y a d'autres pays qui vont suivre. Donc, la problématique, c'est que ce qui est totalement illogique, c'est qu'on est tous terrifiés par les cancers, on a tous peur, on prie, enfin, Allah inajjina, etc. Et puis, quand on a un traitement préventif, je dis bien préventif, c'est-à-dire avoir le numéro du loto gagnant la semaine prochaine aujourd'hui, on l'ignore et on refuse de le prendre. Et c'est fou. C'est absolument fou. Donc, on aimerait mieux avoir le cancer, rentrer en chimiothérapie, je ne sais pas si on guérit ou pas, mais pas prendre les 3 injections. Ça, c'est grave, fatal. Bon, donc en 2016, une équipe libanaise a fait une étude sur le risque de développer le cancer du col utérin au Liban. Donc, épidémiologique, évaluant la prévalence des infections du col utérin à virus papilloma, donc sur 5 ans, et estimer le risque du cancer du col. Et donc, il y avait des paramètres, donc les types des virus papilloma, les hauts risques de cancérigènes, les bas risques cancérigènes et l'âge des patientes. Vous voyez très bien, il y avait 1697 spécimens étudiés au l'Institut national de pathologie entre 2010 et 2014, et puis il y a eu tous les processus virologiques. Les nombres de souches, bon, ça diminue entre 2010 et 2014, bon. Et donc, vous voyez très bien, ça c'est les 16, et donc c'est en diminution entre 2010 et 2014. Ça c'est le 18, un tout petit peu la même chose avec un gap en 2011. Les taux d'infection par les hauts risques restent un tout petit peu stables, et les bas risques aussi, donc pas trop de changements. Et puis, l'âge de 20 à 40 ans est la tranche d'âge qui est la plus affectée. Une deuxième étude a été faite entre janvier 2015 et février 2015. Et c'est une étude qui porte sur le niveau de sensibilisation au cancer du col utérin et au papillomavirus humain chez les femmes libanaises en communauté urbaine. Et donc, on a évalué les connaissances des femmes concernant le cancer du col, ses symptômes, ses facteurs de risque, et l'infection au papillomavirus humain, ses tests diagnostiques et la vaccination.
Et donc, on a mesuré dans cette même population le taux de dépistage, s'il y en a, oui ou pas, par surtout le pap smear, le frottis cervico-vaginal, et le taux de vaccination et les facteurs associés. En fait, tout était dans le carreau vert. Donc, la majorité des participantes étaient jeunes, la moitié vivant au Liban, donc c'est à côté de Beyrouth, aux alentours de Beyrouth. Bon, on a été un tout petit peu obligé de dire chrétienne ou musulmane, parce que bon, on a une différence de background, une différence sociale. Célibataire ou pas, moitié. Niveau d'éducation élevé, oui, 74%. Employé, moitié. Et dans un domaine autre que la santé, bon, c'était plutôt la majorité. Donc, 64% ne visitaient pas un médecin généraliste de façon assez continue. Et la même chose, ne visitaient pas un gynécologue. Et 85% ont dit avoir entendu parler du cancer. Dit avoir entendu parler. Bon, c'est comme, est-ce que Père Noël existe ou pas? La médiane du score, bon, la médiane c'est sur 10. Connaissance de symptomatologie du cancer, 3 sur 10. Connaissance des facteurs de risque du cancer, 5,5 sur 10. En fait, ils ont entendu parler à propos de cancer de qui? Des médias, 33%, de la famille et des amis, 41%, et professionnels de la santé, seulement 26%. Et donc, vous voyez qu'il y a une différence par le niveau d'éducation, ça influe, parce que si on est mieux éduqué, on entend plus. Bon, ça influe sur l'ouïe. Et travaillant ou retraités, bon, celles qui travaillent ont entendu plus parce qu'elles sont plus en contact en société. Donc, 35% des femmes ont dit avoir entendu du virus. Bon, c'est beaucoup moindre là. 80% elles croient que leurs connaissances ne sont pas suffisantes, elles ont raison. 37% avaient subi au moins une fois un frottis et 9% ne savaient même pas qu'est-ce qu'un frottis. Les médianes du score de connaissance étaient pour le virus 5,3 sur 10, pour les tests diagnostiques 3,5 sur 10 et pour les vaccins, est-ce qu'il existe, qu'est-ce qu'il faut, etc., 6 sur 10. Et donc vous voyez très bien que là, il y avait une différence entre les religions. Pour travailler ou étudier dans le domaine de la santé, oui, ça favorise les connaissances, et si elle visite régulièrement son médecin ou son gynécologue. Et donc, résultat fait, la pratique des frottis était corrélée de façon significative, avoir bien entendu à propos du col, bon, du cancer du col, c'est vrai, ou visiter son médecin. 11% seulement étaient vaccinés. En fait, comparé aux pourcentages mondiaux, donc, on n'est pas si mal que ça. En Allemagne, ils sont à 15%, aux États-Unis à 18-20%, dans les pays arabes, ils sont beaucoup moindres que ça, en Turquie, 11%. Et ce taux était corrélé de façon statistiquement significative à la religion, parce que bon, c'est un tabou, et on n'a pas l'idée que si les hommes l'ont, elles peuvent le transmettre. C'est toujours que, bon, oui, les femmes, c'est sainte ni touche, bon, ça ne me fait pas ça, etc. Mais tout de même, même quand elles se marient, elles peuvent l'attraper. Bon, moi, j'ai appris. Au domaine d'études, donc, si c'est des études assez évoluées, c'est mieux. Au fait d'avoir entendu parler du cancer du col et au fait de visiter son médecin. Vous voyez, là, il y a toutes les statistiques. Et là, bon, ça ne se montre pas, anyway, donc plutôt là. Donc, c'était en 2015. Et il y avait des gens qui croyaient qu'il existait une campagne de sensibilisation au virus. Et en fait, cette campagne était venue, mais en 2017. Il y avait des gens qui croyaient qu'il y avait en 2015, mais ce n'était pas ça. Mais en 2017, le ministère de la Santé a fait, bon, d'après avoir entendu toutes ces études, bon, mais le point faible, c'est que le vaccin, jusqu'à maintenant, n'est pas ni obligatoire, selon le ministère de la Santé, ni remboursé. Et ça coûte assez cher. Donc, conclusion faite, bon, ce qu'on a entendu depuis ce matin, il faut informer, il faut sensibiliser, il faut informer. Quand on informe, quand on donne des informations valables, pas par les médias, ni par Tati et je ne sais pas qui, donc ça pèse. Et donc les gens prennent conscience, voient leur médecin et donc passent des
des non-dépistés à dépister. Et donc, je crois qu'il y a encore du travail à faire et avec les professionnels de la santé et avec les femmes pour avancer. Donc, je remercie Dr Chehata, Dr Khudr et Dr Aboud d'avoir fait, surtout Dr Aboud, et je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Jacques. Je ne sais pas s'il existe ce type d'enquête en France, mais je pense qu'on ne serait pas très loin en termes de, pas de méconnaissance, mais j'en ai entendu parler, mais ce n'est pas pour moi. Est-ce que vous avez, comme nous, on a un lobby très fort sur l'anti-vaccin, avec des gens, médecins, hein, soignants, qui prennent la parole de façon très forte, donc dans les médias en gros. Et bon, et ce lobby tient pour le papilloma, pour la grippe, enfin, on s'en passe. Hein. Est-ce que vous avez, parce que nous c'est un vrai enjeu de communication et de formation, et on est toujours en train de passer derrière à expliquer que ce qui a été dit par la personne qui crie très fort est fausse, et on rame en fait. Oui, en fait, oui, on a un lobby, mais il n'est pas assez pesant en fait. Mais on a un lobby, ça a commencé avec les vaccins de la grippe. Et donc on a mené plusieurs études, la dernière c'était l'année dernière en fait. Et il y a même des professionnels de santé, en fait, qui refusaient ça pour des causes tout à fait abracadabrantes, donc, quoi. Et donc, je crois qu'il y a en plus du travail à faire avant d'attaquer la société civile ou bien les gens. Donc, il faut attaquer d'abord, je crois, les professionnels de santé, les infirmières, les médecins, etc., non infectiologues. Je peux avoir un micro devant? Ah, il y a quelqu'un derrière qui a le micro, allez-y. Oui, bonjour monsieur, merci pour votre topo. Je voulais savoir si vous avez eu l'occasion de regarder au niveau aussi, là, la prévalence d'HPV, ça c'est toujours très intéressant effectivement par rapport au vaccin pour voir ce qui circule. Vous avez eu l'occasion de regarder en anapath les prévalences des lésions? Vous dites oui, dans la première étude. En fait, non, parce que la première étude, il n'y avait pas de corrélation clinique, il y avait seulement l'étude virologique, en fait. D'accord, ok. Donc, ce serait peut-être quelque chose à faire ultérieurement. Juste pour renforcer ce qu'a dit Jacques Choucard, c'est que, effectivement, le message communication, santé, vaccination, il est compliqué. Les petites filles, les petits garçons, on ne sait pas pourquoi 16 ans, etc. Et globalement, comme vous savez, certains pays ont maintenant pris la décision jusqu'à 45 ans, les hommes, les femmes. Si on simplifie, on fait passer le message comme, vous l'avez très bien dit, anti-cancer, c'est exactement voilà, cet argument, et pas la perception, parce que je lisais une enquête, c'est perçu tellement comme IST que les gens disent, écoutez, ma fille n'est pas une prostituée et mon garçon n'est pas un gay. Et ce message ne va pas du tout, quoi. Je veux dire, c'est le moyen, on n'a qu'un vaccin anti-cancer, on pourrait dire l'HBV aussi, voilà, mais bon, il est aussi, bref, on a ces deux vaccins et il faut les mettre sur plus la cancer que les papillomas, les trucs qui ne comprennent rien du tout, quoi. Oui, et les cancers qui surviennent tard, le message, les cancers anus, c'est pas facile à communiquer. On commence à y réfléchir parce qu'effectivement, à l'ITMO en France, l'Institut de... Voilà, il y a un groupe qui a été créé sur papilloma. C'est plein de spécialités différentes. Il n'y a pas encore un parler à l'unisson, mais je vous rassure, à Dakar, on a pris le papilloma comme un thème extrêmement important, voilà, de virus sur lequel on peut vraiment avoir une efficacité majeure. Oui, je crois qu'il faut, tu as raison, je pense qu'il faut communiquer sur cancer, c'est-à-dire avoir un vaccin contre le cancer, c'est quand même pas rien. Peut-être communiquer sur le fait que c'est des cancers, pas que IST, parce que ça embête tout le monde, la santé sexuelle, mais si on commence à bien décrire les cancers tête et cou, comme dit Jean-Philippe Spano, c'est-à-dire que voilà, il y a plein de types de cancers, même si on sait, nous, que c'est de la santé sexuelle, mais je crois qu'il faut vraiment communiquer là-dessus, et c'est vrai qu'on a de la chance d'avoir ce... Alors, il faut le rembourser, hein, il est quand même cher. Il faut dire que ça aussi, ça fait partie de la santé publique, et que dans plein de pays, c'est pas remboursé, et donc ça, voilà,